L'histoire du peuple juif vous intéresse ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita. C'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Eliana, bonjour, Boker Tov. Daniel, Boker Tov, je n'ai qu'une phrase ce matin. Oui. Bet Yaakov lechu venelcha. Ah, voilà. Ce n'est pas seulement la prière du matin, mais c'est bien entendu le nom Quand est-ce que vous dites ça dans la prière du matin? Oui, dans les tfilotes sfarad, eh bien, on dit tous les matins Bet Yaakov lechu venelcha. Ah bon, bah c'est... Beor Hashem. Ah, Beor Hashem. Oui, mais là, ils l'ont coupé, le Beor Hashem. Ils l'ont un peu oublié, les Bilouim, mais enfin, c'est pas grave. On va quand même parler d'eux ce matin. Exactement, Daniel. Alors, nous sommes en 1881 et nous avons des pogroms en Russie, des pogroms qui sont très durs. Et pour cette raison, c'est en fait l'année où les Juifs russes ont commencé à émigrer en grand nombre vers les États-Unis. On parle d'à peu près un peu plus d'1 million de Juifs russes qui vont s'installer aux États-Unis. Et il y en a d'autres, ça les dérange de partir aux États-Unis. Ils regardent dans une autre direction. Vous savez quelle direction ? Ouais, je m'en doute un peu. La direction de Sion, d'Eretz Israël. Et donc en 1882, on a pas mal de Juifs qui commencent véritablement à s'intéresser, à essayer d'émigrer en Palestine. Alors, il y a aussi quelque chose de très important à partir de cette date. Jusqu'à 1882, la plupart des Juifs qui font leur alia, eh bien, ils la font à un âge assez avancé pour avoir eh bien, le mérite de mourir en Terre Sainte. C'est ça le but. Donc, en général, ce sont des rabbins. Ils sont vers la fin de leur vie et ils vont vivre de tzedaka. C'est une tzedaka que les communautés juives dans le monde entier eh bien, leur donnent. Et avec cette tzedaka, ils vont s'installer en Eretz Israël, ils vont y mourir. Et là, pour la première fois, on a eh bien, des gens qui disent c'est sympa de mourir en Israël, mais c'est pourquoi, plus sympa d'y vivre. Voilà, pourquoi pas ne pas y vivre? Et c'est donc des jeunes qui vont chercher cette fois-ci à venir. Alors il faut rappeler que la terre d'Israël à cette époque-là, on a Mark Twain qui le décrit très bien dans ses récits. C'est une terre qui est appauvrie et il n'y a pas beaucoup de choses à faire entre guillemets en Israël. Il faut tout construire. Alors en 1882, on a eh bien cette organisation qui est créée. Elle est créée à la date d'aujourd'hui, c'est-à-dire Rosh Chodesh Shvat 1882, et il se prénomme Bilou, qui est l'acronyme basé sur le verset d'Ishayahu qu'on a dit tout à l'heure, Bet Yaakov lechu venelcha, la maison de Jacob, allons et marchons. Et comme vous l'avez bien fait remarquer, c'est un passouk qu'on a tronqué puisqu'on a laissé la partie de Beor Hashem dans la lumière de Dieu, on l'a laissé de côté. Alors ces fondateurs du Bilou, ils sont persuadés que voilà, le temps est venu pour les Juifs non seulement de vivre en Israël, mais aussi de gagner leur vie là-bas. C'est-à-dire qu'ils ne vont pas vivre comme les autres populations juives de tzedaka, de l'aumône. Alors, les Bilouim, ils sont très influencés par Marx. Ils sont influencés par deux choses, Marx et la Bible. C'est assez intéressant de voir ce mélange. Et donc, ils veulent ouvrir des coopératives agricoles en Eretz Israël. Alors c'est un rêve, c'est plutôt utopique à cette époque. On verra la véritable réalisation de ce rêve 30 ans plus tard par la création des kibbutzim. Et pour eux, eh bien c'est un changement de vie complet. Il faut rappeler que il y a tout de même à cette époque déjà les premiers premières moshavot du baron de Rothschild. Alors c'est du baron de Rothschild, c'est-à-dire que c'est un modèle complètement capitaliste. On ne parle pas ici d'une coopération agricole. Non, c'est important de le dire parce que justement, on va le voir dans quelques instants, mais l'ironie de l'histoire, c'est que ça va être très dur pour ces Bilouis, mais qu'au final, qui va les sauver ? Eh ben, ce sera le baron de Rothschild. Donc les Bilouim qui donc sont des Juifs russes, il faut rappeler qu'en Russie, les Juifs, on leur a interdit de posséder des terres, donc il n'y avait pas d'agriculteurs juifs, et donc on a ces jeunes Bilouim qui arrivent en Eretz Israël qui n'ont aucune idée de comment manier eh bien les outils agricoles, et pourtant ils vont essayer de réussir. Alors ils arrivent en Israël avec énormément de bonne volonté et d'énergie, avec très peu d'argent et très peu d'expérience, et donc la vie y est extrêmement difficile. Alors ils s'installent dans une ferme près de la Moshava de Rishon LeZion. En quelques mois, on a une famine très importante. La plupart des Bilouim vont partir. Et puis quelques années plus tard, les 8 personnes qui sont restées du groupe, seulement 8, on leur offre des terres à Gadera, et là-bas ils vont ce sera à nouveau très difficile puisque
d'un côté, c'est très dur de faire pousser des choses en Israël. Et la seconde difficulté, eh bien, ce sont les maraudeurs arabes qui, toute la journée, viennent voler ces juifs qui sont installés ici à Guédera. Alors, au final, qui va sauver Guédera ? Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est l'ironie du sort. Eh bien, ce sera les efforts philanthropiques du baron Edmond de Rothschild, donc le baron de la branche française, qui lui, bien entendu, est quelque part la personne la plus capitaliste de l'époque. Et c'est lui, bien entendu, qui va régler, qui va aider cette moshava, cette colonie, cette implantation, à Guédera. Et pourtant, il y en a d'autres. Alors, il y a beaucoup de personnes qui s'intéressent au mouvement Bilou. Il y en a d'autres qui retournent en Europe puisque la situation est assez difficile. Oui. Alors, qui est le leader de ce mouvement ? Alors, le leader du mouvement, c'est Israël Belkind. Voilà, c'est un jeune et c'est lui qui pense à cette idée. Mais c'est des gens. On ne peut pas dire qu'il s'est distingué ou il est resté dans la mémoire collective de l'histoire du sionisme moderne. On s'en souvient pas. On se souvient pas de lui. On se souvient du Bilou. Le Bilou, c'est sûr que tout le monde s'en souvient. Et puis il faut rappeler aussi que le Bilou, par exemple, une personnalité du Bilou, c'est Yaakov Chertouk. Ça vous dit quelque chose, Yaakov Chertouk ? C'est le papa de Moshe Charet. Donc c'est quand même assez important. Dans ces Bilouim aussi, c'est la première fois dont on a des jeunes filles qui arrivent. On a dans le deuxième groupe du Bilou, en 1884, on a 34 personnes, dont 4 filles. Donc c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et selon les historiens, quand même, eh bien c'est 48 Bilouim, c'est 4 jeunes demoiselles et c'est 44 et c'est 44 hommes. Eh ben c'est le départ de la première Aliyah. Quand on parle de Aliyah Rishona, c'est et il faut, j'aimerais juste le rappeler parce que c'est quand même important, que les Bilouim vont quand même passer par l'école agricole qui existe déjà de Mikvé Israël. D'ailleurs, c'est très intéressant parce que je regarde ici, je consultais le document de fondation de Bilouim qui est écrit en français. Oui, puisque d'abord c'est la langue internationale de l'époque, faut pas l'oublier, c'est la langue diplomatique de l'époque et peut-être s'ils ont reçu une aide de l'Alliance universelle à l'époque, c'est peut-être de l'Alliance israélite universelle à l'époque, c'est peut-être une raison pour laquelle ils ont eu alors on peut même citer des buts de la société, comme c'est écrit là. Le but de la société est de rétablir la situation politique et économique non moins spirituelle nationale du peuple juif par colonisation en Syrie et en Palestine. Voilà, donc la Syrie, donc c'est plutôt le nord d'Israël et sans oublier le Golan. Il ne faut pas oublier qu'il y avait une présence juive très importante dans le Golan au moment de l'époque de la Mishnah et en particulier dans nos textes on en parle beaucoup de cette région du Golan. Et voilà, c'était du Bilou dont je voulais merci beaucoup. On a parlé du Nili il y a quelques mois et on parle du Bilou. On va tout faire. On va tout savoir sur ce qui s'est passé au début du sionisme moderne, même avant Théodore Herzl. Merci Eliana de nous avoir éclairé également sur ce point-là. Nous allons marquer une petite pause et on se retrouve tout de suite après pour la revue de la presse et des médias. Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.